Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Dico Alzheimer concernant les idées délirantes. C'est un symptôme qui est souvent confondu avec les hallucinations dont je vous ai déjà parlé, et pourtant la définition en est bien différente. En effet, il s'agit d'interprétations fausses de la réalité dont le patient ne démord pas, en dépit des preuves vraiment évidentes de leur irréalité. Ce sont vraiment des convictions qui sont fausses et absolue, dont vraiment le patient n'arrive pas à se défaire. Alors, quelle est la fréquence de ce symptôme dans la maladie d'Alzheimer? Eh bien, il survient dans un tiers des cas, et chez un patient plutôt modérément atteint, on parle ici de MMS entre 17 et 23, le MMS étant le test de base du diagnostic de la maladie, qui est noté sur 30. Ça survient dans 20% des cas dans la première année du diagnostic, oui, c'est donc assez précoce dans la maladie, et dans 50% des cas dans les 4 ans d'évolution. C'est plus souvent associé avec un âge certain. Chez les patients Alzheimer jeunes, on les rencontre moins souvent. On ne retrouve pas de facteurs de risque formellement identifiés, mais cependant, ça semble plus souvent associé à une mauvaise vision ou une mauvaise audition. Alors, quels sont les différents types d'idées délirantes que l'on va rencontrer? La plus fréquente est l'idée de vol ou de préjudice. Le malade perd un objet et il va accuser son conjoint, sa femme de ménage, de lui avoir volé. On retrouve aussi assez souvent des idées d'abandon, de même que des idées de jalousie, voire d'infidélité conjugale. Très souvent aussi des idées de persécution, on a peur de l'entourage qui vous veut du mal. Et puis beaucoup plus rarement, mais très gênant, ce qu'on appelle le syndrome de Capgras, où là le patient est convaincu qu'un de ses proches est un imposteur. J'ai rencontré un seul cas de syndrome de Capgras, mais c'était vraiment dramatique. C'était un couple très uni, le monsieur était atteint de maladie d'Alzheimer en début de maladie, et lorsqu'il se réveillait en pleine nuit et qu'il trouvait bien sûr sa femme à côté de lui dans son lit, il la secouait, lui intimait de partir en lui disant « Madame, qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Je suis marié » et la pauvre femme se retrouvait sur le trottoir en chemise de nuit à 2 heures du matin. C'est vraiment un type d'idée délirante dramatique au niveau du relationnel et de la vie à la maison. Alors bien sûr, quelles sont les conséquences au quotidien? On imagine bien que très souvent c'est difficile à vivre, notamment quand les idées de vol ou de préjudice concernent directement la famille ou les soignants. On observe aussi plus souvent de l'agressivité chez la personne malade. Heureusement, c'est plus souvent une agressivité verbale que physique. Et bien sûr, ces deux choses-là vont entraîner une augmentation bien réelle du fardeau de l'aidant, avec sa conséquence inévitable, à savoir une entrée plus précoce en hébergement. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire au quotidien pour essayer d'améliorer les choses? La première chose, c'est vraiment de ne pas contredire la personne malade, ne surtout pas essayer de la convaincre de la non-réalité. Je vous ai dit, elle ne démord pas de cette idée, et la contredire ne ferait que déclencher de l'agressivité. On peut essayer la reformulation et de reconnaître aussi les émotions. De faire parler la personne, par exemple, si elle a perdu quelque chose, de lui faire parler de la chose qu'elle a perdue. Et en faisant parler et en reconnaissant les émotions, par exemple, si la personne est triste, on peut lui dire ben, « ça te rend triste ». S'il y a une colère, ce qui est l'émotion la plus fréquente, il ne faut pas utiliser le mot colère à ce moment-là, mais plutôt simplement dire « je sens que c'est difficile pour toi ». Et attendre un petit peu, comme dans toute reformulation, que la personne se remette à parler. Un jour, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur la reformulation. On pourra aussi, bien sûr, aider la personne à rechercher les objets perdus, voir si c'est vraiment toujours le même objet qui est perdu, prévoir peut-être des doubles à disposition pour calmer le jeu. Et ce qui est important, c'est vraiment de rassurer la personne, mais encore une fois, c'est pas toujours facile. Un autre élément important et facile à réaliser, c'est de s'assurer d'un bon éclairage dans la maison. Quand on a tendance à perdre des objets, si la maison est mal éclairée, l'appartement mal éclairé, on va peut-être moins facilement les trouver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Et puis quand tout cela, eh bien, ça n'a pas marché, et que vraiment la vie est infernale à la maison, eh bien, on peut utiliser un traitement médicamenteux
Mais il faut savoir que ce traitement, ce sont des neuroleptiques avec donc des effets secondaires non négligeables et il faut en particulier faire très attention au risque de somnolence et de chute. Et il faut que vous sachiez que quand on institue un traitement neuroleptique, le plein effet ne se fera sentir qu'après 2 semaines, voire quelquefois 3 semaines de traitement. Il faut donc résister à l'envie de rappeler le médecin pour lui demander d'augmenter la dose. Il faut vraiment attendre 2 semaines et au bout de 2 semaines, si la situation est inchangée, à ce moment-là, on peut très très doucement augmenter les doses. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les idées délirantes. J'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, c'est important pour moi, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.